D'autres pays qui ont engagé la décentralisation des services publics se sont retrouvés avec une décentralisation de la corruption et des services publics encore plus médiocres. Pensez-vous que la décentralisation ferait partie de la législature présente ou le temps que les préalables soient réunis, ça pourra faire partie des prochaines promesses électorales et du plan 2021-2025? Il semble qu'on veuille mettre là aussi la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on nous propose des élections à la fin 2016, régionales et locales. J'attire votre attention, mais je crois que certains de nos responsables politiques ne lisent plus. Ils commandent des études à la Banque mondiale ou à d'autres, mais ne lisent pas. Alors, je reprends ce que dit la Banque mondiale. Il y a sur les 246 municipalités, 124 en quasi-faillite. Voilà. Et quand vous faites un peu le tour des petites et moyennes municipalités et que vous questionnez les responsables locaux, et vous lui dites à quoi vous occupez-vous, et vous répondent gentiment, je m'occupe du plan de circulation de la ville et de la taille des trottoirs, parce que pour le reste, j'ai pas de crédit. Donc, soyons un peu dans la réalité concrète, par terre. Il faudrait arrêter de vouloir une décentralisation qui n'est pas au rendez-vous. Il faut d'abord, comme le préconise la Banque mondiale, et ces gens sont quand même intelligents, je veux dire, ils ont fait le travail, quoi. Donc il suffirait de commencer par déconcentrer un certain nombre de moyens, de manière à ce que ces municipalités recouvrent un minimum de souveraineté et d'activité locale. Et puis aller progressivement vers cette décentralisation, dont l'aboutissement suppose d'avoir construit progressivement une fiscalité locale. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on vante les vertus de la décentralisation. Alors oui, on est tous pour une vie démocratique locale, mais ça s'improvise pas, quoi. On n'est pas en Tunisie, en Allemagne fédérale ou en Suisse fédérale. C'est toute une histoire qui veut tout ça. Donc voilà, on se précipite un peu, tête baissée, et on n'a pas pris... parce que je vous assure que dans l'état actuel des choses, si on va vers cette décentralisation, on se demande ce que vont faire les nouveaux conseils municipaux, si ce n'est tout de suite s'attaquer à l'État en disant on n'a pas les moyens, c'est quoi votre truc ? Bon, donc je crois qu'il faudrait un petit peu prendre notre temps et demander à ce que, voilà, on la mette un peu de côté. Nous sommes un État centralisateur depuis notre naissance, nous sommes, à l'image de la France, très jacobine, tout se passe à Tunis, et si on veut mettre de la centralisation, il faut se donner un peu de temps. Voilà pour cet aspect. Pour l'aspect décentralisation de la corruption, je crois qu'il n'y a pas là aussi de recette miracle. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de signaux forts. Aujourd'hui, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'opération main propre qu'ont fait les juges italiens dans les années 90, qui a un peu porté ses fruits. Et pour vous dire, j'étais en vacances en Sicile cet été, et ô combien j'ai été étonné de voir des panneaux sur lesquels il y avait marqué repris à la mafia et redonné au peuple. Je vous assure que ça fait un drôle d'effet. On comprend que, manifestement, et c'est notoire, c'est visible, la corruption a reculé en Sicile. En tout cas, elle est déjà passée à d'autres choses, et en tout cas, elle est plus, je dirais, dans cette grande corruption généralisée qu'on connaissait dans la Sicile. Voilà un peu pour les éléments. Alors, juste un point... la fameuse loi de réconciliation économique. C'est très exactement le contraire de ce qu'il faut faire. J'entends bien qu'il faut essayer de donner des signes à la communauté des investisseurs. Mais, vous savez, la vie, c'est pas ou tout noir ou tout blanc. Hein. C'est aussi un peu gris. Et c'est envoyer de très mauvais signaux aux investisseurs étrangers qui vont
du haut de leurs états-majors, dire la Tunisie, il va falloir qu'on prévoie d'arroser. Voilà. Donc c'est un très mauvais signal. Donc je crois qu'il y a là une vraie difficulté tant que les premiers signes forts ne sont pas avancés. Alors la réconciliation économique, là aussi, si vous êtes familier d'une certaine presse, vous allez retrouver un article que j'ai écrit, c'est une amnistie fiscale. Et en plus, on la monte en épingle en disant qu'elle va rapporter des sommes astronomiques, alors que si vous faites un petit travail de compilation de ce qu'il y a sur Internet, c'est-à-dire d'universitaires canadiens, américains, italiens, qui ont fait de vraies études, avec le recul, avec la distance qu'il faut par rapport à l'événement, ben c'est 1 à 2% du budget, et c'est moins de 1% de rapatriement de capitaux. Alors 1 ou 2% supplémentaires au budget, 1% de rapatriement, tout ça pour ça. Voilà, je suis perplexe. Aujourd'hui, on est là en train d'envoyer de très mauvais signaux et à l'opinion, qu'il y aura des impunis, des gens blanchis, etc., pour l'épaisseur du trait. Voilà, donc on sent que nos politiques sont embourbées dans des considérations qui les mènent nulle part aujourd'hui. D'abord, pour l'exemple, c'est pas forcément très bien. Économiquement, je ne prétends pas avoir fait une tentative de calculer, mais je vous fais confiance, je pense que oui. Ça donnera pas... ça n'en vaut pas la peine financièrement. Je le pense. Après, il faut regarder qui sont nos chefs d'entreprise. Qui sont nos entreprises, nos grandes entreprises tunisiennes, de grands groupes familiaux. Hein? Toujours un homme à la tête, même lorsqu'il marche difficilement, avec béquille, il est toujours à son bureau, à tout commander. Des modes de management questionnables, une capacité d'investissement questionnable, une marge de manœuvre, c'est-à-dire un groupe. Allez, prenez un groupe de 20 000 personnes en Tunisie, qui est immense. 20 000 personnes, c'est immense pour la taille du pays. Il est capable d'augmenter sa taille de combien? Il a des filiales à l'étranger où? Il s'est attaqué à quel marché étranger? Nous avons des entreprises à la gouvernance d'un autre âge. Nous avons un mode de management d'un autre âge. Et nous avons des chefs d'entreprise qui ne correspondent pas aux standards internationaux en matière de management. Donc on ne peut pas s'attendre de leur part d'augmenter N fois leur contribution dans l'économie. Ce qui augmenterait en revanche N fois la contribution dans l'économie, c'est de libérer les énergies entrepreneuriales, de donner la chance aux jeunes et de récompenser l'excellence et la qualité à sa juste valeur. Aujourd'hui, nous avons dans le système universitaire tunisien des gens de qualité qui n'arrivent pas à émerger dans les grands groupes privés. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce mur de verre, le fils du patron, etc. Donc après qu'est-ce qu'on peut leur proposer à ces grands chefs d'entreprise, de grands groupes diversifiés, multisecteurs? Leur dire, écoutez, à un moment donné, le bon Dieu fera son œuvre. Va falloir que vous puissiez prévoir la suite. Mais pas forcément avec vos enfants. Vos enfants ont peut-être des talents artistiques, ils veulent devenir peintres, ou des talents littéraires, ils veulent devenir poètes, et pas gérer le grand groupe. Et puis, entre frères et sœurs, ils peuvent aussi avoir des bisbilles, se chamailler dans les tribunaux. Pour éviter tout ça, prévoyez, essayez de vous rapprocher d'une cotation en bourse, essayez de vous rapprocher d'autres fonds d'investissement, d'autres entreprises. Réfléchissez à tout ce qui est rapprochement. Aujourd'hui, dans le secteur bancaire tunisien, par exemple, nous avons 11 millions d'habitants, 22 banques commerciales. Au Maroc, il y a 34 millions d'habitants, 11 banques commerciales. Mais c'est tout à fait normal qu'au Maroc, on peut trouver des banques de taille considérable qui sont devenues déjà d'une taille considérable au départ, avant de s'internationaliser, à la faveur de fusions, de rapprochements, de gens qui ont su se parler, construire une taille critique pour pouvoir attaquer d'autres marchés, pour pouvoir être rentables. Aujourd'hui, nous avons aussi des banques privées en Tunisie qui vivent à l'abri ou qui font vivre à leur abri un grand groupe industriel et commercial qui est l'actionnaire de référence de leur capital
Et lorsqu'on essaie de rapprocher actionnaires de référence par-ci et actionnaires de référence par-là et leur dire, écoutez, et si vous vous entendez, vous créez une banque de taille régionale qui pourrait aller attaquer au Maghreb, attaquer en Afrique, etc. Ils disent non, on ne s'entend pas super bien forcément. Et puis en fait, vous savez, la banque, elle finance nos activités diversifiées. Il se trouve que sur plusieurs secteurs, on est concurrents. Donc si on va partager le portefeuille de financement, on va devoir aussi être, pour la cohérence, ne serait-ce que partager d'autres choses. On n'a pas trop envie. La culture du partage, la culture de la qualité et aussi un tout petit peu d'ambition, c'est tout ce qui manque. Rien que ça. À nos chefs d'entreprise et au secteur privé pour pouvoir réellement contribuer à l'économie nationale. Je voudrais juste rajouter un mot pour compléter ce qui vient d'être dit. J'avais écrit quelque chose autour des années 2000 dans un groupe de presse tunisien et j'écrivais il faudrait adopter une stratégie du vol de canards sauvages. Vous savez, les canards sauvages se présentent comme ça, sous une forme de V, et ils avancent ensemble comme ça. J'avais été frappé, ayant passé quelque temps au Maroc, par le dispositif mis en place par le Marsen, bien sûr, pas par n'importe qui. Il y avait une stratégie simple, il y avait Télécom Maroc, il y avait Royal Air Maroc, et c'est à peu près... et Tijari Bank. Et l'idée, c'était, on va vers l'Afrique subsaharienne. Je suis repassé 10 ans après, et voilà, vous observez la présence considérable des Marocains, que ce soit dans le BTP, dans l'hôtellerie, etc., etc. Or, il y a les mêmes Tunisiens sur place, mais tous séparés. Il y en a un qui construit une usine d'enlèvement de déchets. Il y en a un autre qui fait de la voirie. Il y en a un autre qui s'occupe de la viabilisation du système routier. Ils ne se parlent pas entre eux. Et c'est là un vrai problème. Alors, bien sûr, on ne va pas devenir du jour au lendemain japonais, avec le MITI. Mais une cellule obligeant, d'une certaine manière, il faut trouver les manières d'intéresser les gens, obligeant les gens à se coordonner pour aller attaquer ces marchés. Il faut regarder qui sont nos chefs d'entreprise, qui sont nos entreprises, nos grandes entreprises tunisiennes, de grands groupes familiaux. Toujours un homme à la tête. Même lorsqu'il marche difficilement, avec béquille, il est toujours à son bureau, à tout commander. Des modes de management questionnables, une capacité d'investissement questionnable, une marge de manœuvre, c'est-à-dire un groupe. Allez, prenez un groupe de 20 000 personnes en Tunisie, qui est immense. 20 000 personnes, c'est immense pour la taille du pays. Il est capable d'augmenter sa taille de combien? Il a des filiales à l'étranger où? Il s'est attaqué à quel marché étranger? Nous avons des entreprises à la gouvernance d'un autre âge, nous avons un mode de management d'un autre âge, et nous avons des chefs d'entreprise qui ne correspondent pas aux standards internationaux en matière de management. Donc on ne peut pas s'attendre de leur part d'augmenter N fois leur contribution dans l'économie. Ce qui augmenterait en revanche N fois la contribution dans l'économie, c'est de libérer les énergies entrepreneuriales, de donner la chance aux jeunes et de récompenser l'excellence et la qualité à sa juste valeur. Aujourd'hui, nous avons dans le système universitaire tunisien des gens de qualité qui n'arrivent pas à émerger dans les grands groupes privés. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce mur de verre, le fils du patron, etc. Donc après, qu'est-ce qu'on peut leur proposer à ces grands chefs d'entreprise, de grands groupes diversifiés, multisecteurs? Leur dire, écoutez, à un moment donné, le bon Dieu fera son œuvre. Il va falloir que vous puissiez prévoir la suite. Mais pas forcément avec vos enfants. Vos enfants ont peut-être des talents artistiques, ils veulent devenir peintres, ou des talents littéraires, ils veulent devenir poètes, et pas gérer le grand groupe. Et puis, entre frères et sœurs, ils peuvent aussi avoir des bisbilles.
se chamailler dans les tribunaux. Pour éviter tout ça, prévoyez, essayez de vous rapprocher d'une cotation en bourse, essayez de vous rapprocher d'autres fonds d'investissement, d'autres entreprises. Réfléchissez à tout ce qui est rapprochement. Aujourd'hui, dans le secteur bancaire tunisien, par exemple, nous avons 11 millions d'habitants, 22 banques commerciales. Au Maroc, il y a 34 millions d'habitants, 11 banques commerciales. Mais c'est tout à fait normal qu'au Maroc, on peut trouver des banques de taille considérable qui sont devenues déjà d'une taille considérable au départ, avant de s'internationaliser, à la faveur de fusions, de rapprochements, de gens qui ont su se parler, construire une taille critique pour pouvoir attaquer d'autres marchés, pour pouvoir être rentables. Aujourd'hui, nous avons aussi des banques privées en Tunisie qui vivent à l'abri ou qui font vivre à leur abri un grand groupe industriel et commercial qui est l'actionnaire de référence de leur capital. Et lorsqu'on essaie de rapprocher actionnaire de référence par-ci et actionnaire de référence par-là et leur dire, écoutez, et si vous vous entendez, vous créez une banque de taille régionale qui pourrait aller attaquer au Maghreb, attaquer en Afrique, etc. Ils disent non, on ne s'entend pas super bien forcément. Et puis en fait, vous savez, la banque, elle finance nos activités diversifiées. Il se trouve que sur plusieurs secteurs, on est concurrents. Donc si on va partager le portefeuille de financement, on va devoir aussi être, pour la cohérence, ne serait-ce que partager d'autres choses. On n'a pas trop envie. La culture du partage, la culture de la qualité et aussi un tout petit peu d'ambition, c'est tout ce qui manque. Rien que ça. À nos chefs d'entreprise et au secteur privé pour pouvoir réellement contribuer à l'économie nationale. Je voudrais juste rajouter un mot pour compléter ce qui vient d'être dit. J'avais écrit quelque chose autour des années 2000 dans un groupe de presse tunisien et j'écrivais il faudrait adopter une stratégie du vol de canards sauvages. Vous savez, les canards sauvages se présentent comme ça, sous une forme de V, et ils avancent ensemble comme ça. J'avais été frappé, ayant passé quelque temps au Maroc, par le dispositif mis en place par le Marsen, bien sûr, pas par n'importe qui. Il y avait une stratégie simple, il y avait Télécom Maroc, il y avait Royal Air Maroc, et c'est à peu près... Et Tijari Bank. Et l'idée, c'était, on va vers l'Afrique subsaharienne. Je suis repassé 10 ans après, et voilà, vous observez la présence considérable des Marocains, que ce soit dans le BTP, dans l'hôtellerie, etc., etc. Or, il y a les mêmes Tunisiens sur place, mais tous séparés. Il y en a un qui construit une usine d'enlèvement de déchets. Il y en a un autre qui fait de la voirie. Il y en a un autre qui s'occupe de la viabilisation du système routier. Ils ne se parlent pas entre eux. Et c'est là un vrai problème. Alors, bien sûr, on ne va pas devenir du jour au lendemain japonais, avec le MITI. Mais une cellule obligeant, d'une certaine manière, il faut trouver les manières d'intéresser les gens, mais obligeant les gens à se coordonner pour aller attaquer ces marchés. Et il n'y a aucune difficulté à prendre une place en Afrique, que ce soit dans le domaine des médicaments génériques, que ce soit dans toute la filière informatique où nous sommes particulièrement à l'aise. Il y a toutes sortes de choses à faire, mais ça n'est pas fait. Voilà. Bon, j'ai encore une question pour vous, Siveti. Est-ce qu'on a raison d'être optimiste et de croire que le gouvernement pourra exécuter, même partiellement, ce plan stratégique de développement durant ce mandat, dans les 5 ans, ou dans ce qui en reste, tout en s'accommodant de l'immobilisme de nos dirigeants conservateurs, cet immobilisme qui nous a malheureusement si bien réussi depuis quelques années? Bon, il y a manifestement 3 réformes importantes qu'il va falloir expliquer, sur laquelle il va falloir faire beaucoup de pédagogie, trouver le bon timing, qui sont la loi sur la concurrence,
la loi sur les PPP, j'en oublie une troisième. Le code des investissements. Et le code des investissements, voilà. En gros, c'est le triptyque qui devrait, sur lequel devrait se déployer une nouvelle politique économique. Je voudrais vous faire part, parce qu'on a besoin aussi que l'atmosphère soit légère, vous faire part des réflexions de Jean-Pierre Raffarin, qui était invité à l'IACE pour exprimer son point de vue sur les réformes. Alors Raffarin faisait déjà remarquer que l'invité, lui, comme représentant de la France et du manque de réformes en France, c'était déjà pas très... enfin, ça manquait un petit peu de sérieux. Et quant à la pédagogie et au timing, il disait que il faut faire extrêmement attention parce que une réforme peut être interprétée et donc il disait comme ça pour rigoler, il vaut mieux faire passer une réforme à la veille des vacances ou pendant les vacances, c'est beaucoup plus simple et vous aurez comme ça moins de difficultés. Mais au-delà du caractère comme ça anodin et comique, il y avait une vraie malice derrière qui consiste à dire attention, il faut composer avec l'humeur de l'opinion. Je veux dire, croire que l'on peut en Tunisie faire comme on faisait avant, c'est-à-dire d'en haut vers le bas, ça marche plus. Regardez sur je dirais sur quelque chose de pas très important. Combien il y a eu d'abcès de fixation sur la loi de réconciliation nationale? Imaginez ce qui va se passer sur les PPP. Imaginez ce qui va se passer sur le code des investissements. Vous savez qu'il y a une rubrique dans le code des investissements dans lequel il est possible pour les étrangers de devenir propriétaires fonciers. Ah, vous imaginez dans l'opinion comment ça va passer ça. Mais c'est pas tout. L'étranger peut recruter jusqu'à 10% de ses effectifs en main-d'œuvre étrangère. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ok, on parle d'efficacité économique, mais il faut que ça soit compatible avec l'autre versant, c'est-à-dire la dimension sociale et politique. Et là, voilà, on attaque la falaise, quoi. Hein, donc, effectivement, il y a ce besoin de réforme. Il y a besoin de les expliquer, mais peut-être aussi de les construire un peu plus directement avec la société civile, avec un certain nombre de gens qui commencent à réfléchir à toutes ces questions. Ça me paraît tout à fait important. Alors je voudrais donc conclure. J'ai le pessimisme de l'analyse, vous l'avez vu. Mais comme Gramsci, j'ai l'optimisme de la volonté. Donc je me dis que quelque part nous finirons bien par sortir de cette situation. Et comme je suis économiste, je ne peux que me référer à l'un de mes économistes préférés qui est John Maynard Keynes, que vous connaissez tous, qui est surtout connu pour ses plans de relance, hein, mais il n'a pas écrit que ça. Pour Keynes, le substrat dans lequel il conduit ses analyses, c'est le monde de l'incertitude radicale dans lequel nous vivons. Et il en déduit que ce qui importe, ce sont donc les mécanismes psychologiques, c'est-à-dire ce que vous pensez en ce moment. Et il met ça sous un terme très classique, il appelle ça anticipation. Alors du coup, si vous le permettez, je vous renvoie la question. Êtes-vous satisfait de ce plan qui vous est proposé? Faites-vous des anticipations positives de ce plan et seriez-vous prêt à aller investir en Tunisie? Voilà ce que je pourrais dire.